Nous allons corriger l'exo 3 du tissu nerveux. Le document A ci-dessous représente une fibre nerveuse placée dans une cuve à nerfs. E1 et E2 sur le nerf sont des électrodes excitatrices. R1, R2, R3, R4 sont des électrodes réceptrices posées sur le nerf. Voilà, nous sommes donc en train de lire l'exo de façon exhaustive. Donc le document A est là avec les électrodes excitatrices, la cuve à nerfs, l'axone et les électrodes réceptrices ici. C'est le document A. Après une excitation efficace, on enregistre les tracés des documents B et C, respectivement à partir des électrodes réceptrices R1 et R2, d'une part, et d'autre part à partir de R1 et R3. Donc, ce sont les deux enregistrements qu'on a fait respectivement. Donc, voici les documents B et C. Voilà. On continue donc notre lecture. 1. Identifier les parties A, B, C, D, E et F. 2. Préciser les plaques de l'oscilloscope reliées aux électrodes R1 et R3. 3. Comparer les tracés du document B et C, du document B et du document C. B. Nommer avec précision chacun de ces deux tracés. 4. Expliquer la différence observée entre ces deux tracés. 5. Calculer la vitesse de l'influx nerveux à partir du tracé du document B, puis à partir de celui du document C, sachant que R1 et R2 sont distantes de 2 cm, tandis que R2 et R3 ont un écart de 8 cm. Voilà, donc ça c'est des données. B. Déduisez-en la caractéristique de la vitesse de conduction de l'influx nerveux. 2. Suite à ces enregistrements, la partie de la fibre nerveuse sur laquelle R2 est posée est écrasée. Après excitation, on enregistre alors le document D. Donc, le document D est là. En 1, on nous dit donner le nom de ce tracé. En 2, expliquer ce dernier tracé obtenu avec R1 et R2. Voilà, donc c'est ça l'exercice. Donc, un exo sur le tissu nerveux toujours. Alors, le document A ci-dessous représente une fibre nerveuse placée dans une cuve à nerfs. E1 et E2 sur le nerf sont des électrodes excitatrices. R1, R2, R3, R4 sont des électrodes réceptrices posées sur le nerf. Donc, nous avons donc le document A qui est là. On dit après une excitation efficace, on enregistre les tracés des documents B et C respectivement à partir des électrodes réceptrices R1 et R2. D'une part et d'autre part à partir de R1 et R3. Donc, ces deux enregistrements qu'on a fait. D'abord, voilà, donc ici on a nos deux tracés, document A, B et document C. En 1, on nous dit identifier les parties A, B, C, D, E et F. Donc, A, c'est, on le sait, l'artefact de simulation. B, c'est le temps de latence. C, c'est la première phase de dépolarisation. D, la deuxième phase de repolarisation. La première phase de repolarisation. E, la deuxième phase de dépolarisation. Et F, la deuxième phase de repolarisation. On va vers la correction. Donc, voilà, A, c'est artefact de stimulation. B, c'est le temps de latence. C, c'est la première phase de dépolarisation. D, c'est la première phase de repolarisation. E, la deuxième phase de dépolarisation. Et F, la deuxième phase de repolarisation. Voilà. On retourne vers l'exo. En 2, on nous dit préciser les plaques de l'oscilloscope reliées aux électrodes R1 et R3. Donc, si vous regardez le document B, donc pour avoir la dépolarisation C, il faut que R1 soit relié à la plaque supérieure de l'oscilloscope, hein, pour qu'on puisse avoir une déviation vers le haut du spot. Hein. Maintenant, si vous regardez le document C, il faut que R3 soit relié à la plaque inférieure de l'oscilloscope, pour qu'on puisse avoir donc une déviation du spot vers le bas.
Donc, le 2, donc on va répondre à la question. Précisons les plaques de l'oscilloscope reliées aux électrodes R1 et R3. R1 est relié à la plaque supérieure de l'oscilloscope, alors que R3 est relié à la plaque inférieure de l'oscilloscope. Alors maintenant, en 3, on nous dit 3A, comparer les tracés du document B et du document C. Donc, on va devoir comparer les documents A, les tracés du document A et du document A et du document B et du document C. Donc, ces tracés sont là. Donc, si vous regardez bien, ces deux tracés ont le même temps de latence. Maintenant, si on regarde le document B, on voit que les deux amplitudes donc, sont inégales, sont d'inégale amplitude, alors que pour le document C, les deux amplitudes là sont égales. Hein. On ne note pas de décalage entre la repolarisation et la deuxième dépolarisation, alors que pour le document C, on a ce décalage-là que vous observez ici, entre les deux potentiels d'action. Voilà. Donc, ce sont ces deux observations. Donc, ce sont ces... Quand on compare donc les deux tracés, c'est ce qu'on peut dire. Donc, observez bien. Vous allez bien donc remarquer voilà, ce qui est identique et ce qui est différent entre ces deux tracés. Donc, c'est ça qu'on peut dire. Donc, observez bien ça. Et n'hésitez pas de faire donc des pauses dans la vidéo si c'est trop rapide. Alors, si on va vers la correction, donc on va comparer. Donc, comparons les tracés du document B et du document C. On peut dire que les deux tracés sont des potentiels d'action diphasiques ayant le même temps de latence, mais ils ont des amplitudes différentes. En effet, pour le tracé du document B, l'amplitude du potentiel d'action obtenu avec R1 est supérieure à celle du potentiel d'action obtenu avec R2. Ça, on l'avait constaté. C'est donc ce qu'on peut dire. Voilà. Et on peut continuer maintenant en disant, et on ne note pas de décalage entre les deux phases. Par contre, le deuxième tracé avec le document C montre que les potentiels d'action obtenus avec R1 et R3 ont même amplitude et les deux phases sont séparées par un certain délai. Donc, c'est le délai qu'on avait observé au niveau du document C. Voilà. On est dans l'exo maintenant. On va donc B nommer avec précision chacun de ces deux tracés. C'est le 3B. Alors, ce tracé-là, au niveau du document B, c'est un potentiel d'action diphasique, mais dissymétrique. Et pour le document C, c'est un potentiel d'action diphasique, mais symétrique. Hein? Voilà. Dissymétrique pour le document B. Pourquoi? Parce que les deux amplitudes sont inégales. Donc, on peut répondre. Donc, nommons ces deux tracés. Donc, le potentiel d'action enregistré avec R1 et R2 est un potentiel d'action diphasique dissymétrique. On peut dire également asymétrique. Ça veut dire que les deux amplitudes sont différentes. Et celui enregistré avec R1 et R3 est un potentiel d'action diphasique symétrique. Ça veut dire que les deux amplitudes obtenues sont égales. Donc, voilà, ce sont donc ces deux potentiels d'action qu'on a. On peut retourner vers l'exo. Alors, on va passer au 4, expliquer la différence observée entre ces deux tracés. Donc, la différence qu'on peut donner, donc, pour l'explication, donc on doit expliquer donc la différence observée entre ces deux tracés. Voilà, donc je suis en train de penser l'ordinateur, hein, donc on peut donc donner l'explication. Alors, expliquons la différence observée entre ces deux tracés. R1 et R2 sont proches.
le potentiel d'action devient asymétrique car la dépolarisation sous R2 se passe alors que la repolarisation sous R1 n'est pas encore terminée entièrement. Ainsi, l'amplitude de la deuxième dépolarisation se fera sans décalage. Donc, on ne va pas observer de décalage parce que R1 et R2 sont proches. Voilà. Sans décalage et sera plus faible que celle de la première dépolarisation sous R1. Par contre, les électrodes R1 et R3 sont assez éloignées l'une de l'autre. L'onde de dépolarisation tarde à arriver sous R3, d'où le délai observé avant la dépolarisation sous R3. On a un potentiel d'action symétrique car la dépolarisation sous R3 se passe quand la repolarisation sous R1 est complètement finie. Ainsi, l'amplitude de la première dépolarisation est égale à celle de la deuxième dépolarisation. Voilà, donc c'est ça qu'on peut dire. Maintenant, 5 à calculer la vitesse de l'influx nerveux à partir du tracé du document B, puis à partir de celui du document C, sachant que R1 et R2 sont distantes de 2 cm, tandis que R2 et R3 ont un écart de 8 cm. Voilà, donc voilà la correction. Donc, on va donc calculer la vitesse avec le document B. Donc, V égale delta D sur delta T. Delta D égale 2 cm. Donc, si vous regardez, pourquoi delta D? On a ici donc delta D, donc la distance entre R1 et R2, vous voyez bien, c'est 2 cm. C'est 2 cm. Donc, c'est là, donc on a trouvé. Donc, ça, donc d'ailleurs, c'est une donnée. Hein. Et delta T, maintenant, c'est égal à 0,5 cm. On convertit en 1 milliseconde, 0,5 millisecondes égale 0,5 10 puissance moins 3 secondes. Voici donc delta T. Donc ici, vous avez donc delta T, vous avez donc 4 carreaux. On vous a donné une échelle. 4 carreaux égale 1 milliseconde. 1 milliseconde. Donc delta T, c'est donc c'est 4 carreaux sur 2, c'est donc 1 milliseconde sur 2, c'est 0,5 millisecondes. Voilà, ici il y a des carreaux, donc c'est facile. Hein? Mais si vous n'avez pas de... Vous pouvez prendre donc votre échelle, s'il n'y avait pas votre règle, s'il n'y a pas assez... Et vous mesurez donc cette distance-là avec votre règle. S'il n'y avait pas ces carreaux, vous pouviez faire ça également. Mais ici, c'est facile parce qu'il y a des carreaux qui vous permettent donc de vous repérer. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé le delta T là en 0,5 millisecondes. Voilà, donc c'est facile parce que les carreaux vous permettent de vous repérer. Donc V égale 2 10 puissance moins 2 sur 0,5 10 puissance moins 3 et ça vous donne 40 millisecondes. Voilà, maintenant on va calculer donc avec le document C la vitesse V égale delta D sur delta T. Delta D égale 10 cm. Delta D égale 10 cm. Bon, on avait ici ça ici. Donc, on nous a donné, nous, la distance entre R2 et R3, c'était 8 cm. Maintenant, on cherche, nous, la distance entre R1 et R3. Donc, on fait 8 plus 2, ça fait 10 cm. Ça fait 10 cm. Donc, c'est toute cette distance-là qu'on va prendre. Alors, delta T égale 2,5 millisecondes égale 2,5 10 puissance moins 3 secondes. Voici delta T. Hein? Donc là, on nous a donné donc une échelle, 1 milliseconde pour 4 carreaux. Donc si vous mesurez ici, si vous calculez ici, entre R1 et R3, vous avez 1 carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. Donc 10 carreaux dans ce cas, ça va faire 2,5 millisecondes. Donc avec les carreaux, on se repère facilement. C'était pour vous faciliter, donc les carreaux là sont faits pour vous faciliter le repère, pour avoir un repère. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre votre règle et vous mesurez cette distance là, vous trouvez la valeur en centimètres et vous prenez votre échelle. Voilà. Donc si vous n'avez pas de repère, vous prenez votre échelle et vous votre règle et vous trouvez l'échelle. Donc delta T ici c'est 2,5 cm. Donc on va procéder au calcul. Donc V égale 10 10 puissance moins 2 sur 2,5 10 puissance moins 3
et on trouve exactement 40 mètres par seconde. Maintenant, on nous dit en B, déduisez-en la caractéristique de la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Donc, on a vu que cette vitesse, elle est constante. Donc, la caractéristique de la vitesse mise en évidence, c'est que la vitesse de conduction de l'influx nerveux de la fibre nerveuse est constante. Parce qu'on a vu que partout où elle est calculée, cette vitesse donc reste constante. Maintenant, en 2, suite à ces enregistrements, la partie de la fibre nerveuse sur laquelle R2 est posée est écrasée. Après excitation, on enregistre alors le tracé du document D. Regardons donc ce tracé. Le tracé donc du document D, c'est un potentiel d'action monophasique. Hein, voilà. Donc voilà donc le document D. C'est un potentiel d'action monophasique. Voilà, c'est un potentiel d'action monophasique. Donc c'est la réponse qu'on peut donner. Voilà, donc on nous a dit, c'est la question 1, c'est donner le nom donc, de ce tracé. Donc donnons le nom de ce tracé en 1 dans la correction. C'est un potentiel d'action monophasique. C'est un potentiel d'action monophasique. On retourne vers donc l'exo. En 2, on nous dit expliquer ce dernier tracé obtenu avec R1 et R2. Voilà, l'explication est là. Donc, on va dire la dépolarisation faisant suite à la stimulation a été enregistrée uniquement par l'électrode R1, R2 ne pouvant pas enregistrer car étant posé sur une surface détruite de la fibre. Voilà, donc c'est ça l'exo. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo parce qu'on peut aller vite. Hein. C'est pour gagner un peu de temps. Maintenant, vous faites des pauses pour bien visualiser les éléments.